Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur un sujet qui est tombé à Minpon en MP en 2020, pendant la session du Covid. Donc c'est un sujet qui est plutôt difficile puisqu'il a fallu discriminer les candidats de manière plus violente. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant parce que il va permettre de travailler sur les marches aléatoires qui sont effectivement plutôt utiles en physique. Par exemple, le mouvement brownien, donc le mouvement des particules aléatoires, ça peut être modélisé par une marche aléatoire, mais aussi parce que il y a d'autres choses plutôt intéressantes qu'on peut modéliser par une marche dans le plan, notamment la bourse, puisque on peut monter, descendre, donc, euh, soit on monte, soit on descend. Il n'y a que deux directions possibles. Donc voilà, je me suis déplacé pour vous laisser prendre connaissance de l'énoncé. Je vous laisse chercher l'énoncé par vous-même, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et ensuite je vais passer à la correction de ce problème intéressant. Donc on va avoir des résultats asymptotiques sur le nombre de sites visités par cette marche aléatoire, que ce soit dans le plan ou en multidimension. Alors première question, donc on va utiliser un double binôme de Newton, sur x plus 1, en remarquant que x plus 1 puissance 2n c'est x plus 1 puissance n fois x plus 1 puissance n. Eh bien, on va appliquer d'une part le binôme de Newton sur x plus 1 puissance 2n, donc on obtient ce résultat-là. Et maintenant, si on l'applique sur x plus 1 puissance n et un autre binôme de Newton sur x plus 1 puissance n, eh bien, on obtient ce résultat-là. Ensuite, on met les deux indices de sommation vers la gauche, on obtient cela, et donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être d'identifier les coefficients associés au monôme, les coefficients devant x, x carré, etc. On a plutôt intérêt à faire une somme où on va nommer i plus j, par exemple k. Donc moi je l'ai nommé L. Et donc en l'occurrence, on fait un changement de variable i plus j égale L, ensuite, bon là j'ai renommé, je pense, j en k, et donc on se rend compte qu'on obtient finalement que c'est la somme pour L allant de 0 jusqu'à n, du coefficient de ce coefficient-là, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n au carré, euh, fois x puissance L. Et donc, d'une part, ici, le coefficient de degré n de x plus 1 puissance 2n, c'est n parmi 2n, et d'autre part, le coefficient de degré n de ce polynôme-là, c'est la somme, du coup, des k parmi n au carré. Et donc, on peut identifier, puisque on a l'unicité des coefficients dans la base canonique de R2n crochet x, et donc on obtient ce résultat-là comme voulu. Question suivante, on rappelle la formule de Stirling, c'est que n factoriel est équivalent à racine de 2 pi n puissance n exponentielle moins n. On va utiliser la formule des coefficients binomiaux. On rappelle que n parmi 2n, ça va être 2n factoriel sur n factoriel fois 2n moins n le tout factoriel. Donc ça va donner un n factoriel au carré au dénominateur. Donc les équivalents, ils sont compatibles avec le produit et le quotient. Donc on va chercher un équivalent du numérateur et du dénominateur. Donc en utilisant la formule de Stirling, 2n factoriel c'est équivalent à ça, et ensuite en simplifiant, on va récupérer 2 racines de pi n, 4 puissance n, n puissance 2n exponentielle moins 2n. Et là pareil, on fait n factoriel, on donne un équivalent de n factoriel au carré en mettant au carré le membre de droite, puisque les équivalents sont compatibles avec le produit. Donc n factoriel au carré, au final on trouve que c'est 2 pi n, n puissance 2n exponentielle moins 2n, et quand on en fait le quotient, eh bien on obtient ça. Donc vous voyez que j'ai mis des couleurs pour voir ce qui va simplifier. Les deux, ça va dégager. Les n puissance 2n, les exponentielles moins 2n, ça va simplifier. Et en haut, il y a du racine de pi n, en bas du pi n, donc il va rester en bas du racine de pi n. Et donc il va rester aussi un 4 puissance n qui traînait par là. Donc au final, on va récupérer
que n parmi 2n, c'est équivalent à c fois 4 puissance n sur racine de n, où c c'est 1 sur racine de pi, c'est-à-dire racine de pi sur pi. Question 3, donc on prend alpha dans 0, 1, on pose t la fonction, la fonction qui est à t va associer 1 sur t puissance alpha, donc qui est une fonction qui est continue par morceaux, décroissante, positive, et donc on a cette comparaison série intégrale là qu'on va sommer pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc au final, ici, on va avoir, attention, ça va commencer à 0, mais on peut toujours majorer par 1 plus l'intégrale qui va de 1 jusqu'à n de dt sur t puissance alpha. Donc ensuite, on remplace avec les crochets. Et ensuite on calcule les crochets, ça donne ça. Et donc il faut regarder ce à quoi sont équivalents les membres de gauche et de droite. Le membre de gauche il est équivalent au n puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, et le membre de droite à n puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Et au final, on obtient bien le résultat que l'on veut, à savoir cet équivalent-là. Maintenant, on suppose que alpha est plus grand que 1, on reprend l'équation, donc cette équation-là, que l'on va sommer, cette fois-ci pour k allant dans n plus 1 jusqu'à grand N, et on obtient cet équivalent-là. Donc on a, vu qu'alpha est plus grand que 1, les intégrales à gauche et à droite, elles vont converger si on fait tendre grand N vers plus infini, par comparaison aux séries de Riemann. Donc on peut passer à la limite et obtenir ça. Donc encore une fois, on a des crochets à calculer et on récupère cet encadrement-là. Les membres de gauche et droite, ils sont équivalents à 1 sur 1 moins alpha n puissance alpha moins 1, et donc on obtient l'équivalent voulu par donc le théorème des gendarmes, comme on l'a obtenu précédemment, et donc on a cet équivalent-là. Question 4, donc on prend x plus grand que 2. On va effectuer une intégration par partie dans i de x. Donc on pose u, la fonction qui est à t va associer t, donc c'est pas la fonction la plus dure, c'est en fait c'est surtout la dérivée qu'on reconnaît, on fait apparaître un 1, et donc v, la fonction qui est à t, va associer 1 sur ln de t, donc cette fois-ci, cette fonction elle apparaît directement dans l'intégrale, alors que le 1, on est allé le chercher de manière un peu artificielle pour faire apparaître un t ensuite quand on va primitiver. Donc ces deux fonctions v et u sont c1 sur 2x, donc on peut intégrer par partie. Et donc i de x, ça devient ce crochet-là plus cette intégrale-là. Pourquoi il y a un plus? Parce qu'il y a un moins ici. Donc voilà, et donc au final, on a bien le résultat que l'on veut en développant le crochet, on a bien le résultat voulu. On doit montrer maintenant que l'intégrale ici, c'est un petit taux de i de x. C'est-à-dire, on doit montrer qu'une intégrale, c'est un petit taux d'une autre intégrale. Donc pour ça, on va devoir utiliser une relation de comparaison entre intégrales. Et c'est plus précisément celle qui a rapport avec les intégrales divergentes. Effectivement, on commence par constater que 1 sur ln carré de t, c'est un petit taux de 1 sur ln de t. Et de plus, la fonction qui a t va associer 1 sur ln de t, elle est positive, mais elle n'est pas intégrable au voisinage de plus infini. Donc on peut utiliser le théorème d'intégration des relations de comparaison pour obtenir en fait ce que l'on voulait. Et maintenant, si on divise la relation par ln de x sur x, qui est non nulle, eh bien on obtient ça. I de x tend vers 0 pour x qui tend vers plus infini, donc ce membre-là il dégage. Par définition du petit taux, le membre à droite il va dégager aussi, et on récupère finalement que ça va tendre vers 1, et finalement x sur, plutôt i de x est équivalent à x sur ln de x. Question 5, donc on a le développement en série entière sur moins 1 plus x puissance alpha qui vaut la somme du coup des alpha fois alpha moins 1 fois etc. Alpha moins k plus 1 sur k factoriel x puissance k. La formule de l'énoncé qu'il faut établir, c'est le développement en série entière, la fonction qui a x va associer 1 sur racine de 1 moins x, qui s'écrit également 1 plus moins x à la puissance moins 1,5. Donc on peut utiliser la formule du dessus avec alpha égale moins 1,5, et en faisant le changement de variable qui a x va associer moins x. Donc prenons x dans moins 1, 1. 1 sur racine de 1 moins x, si on prend alpha égale moins 1,5, on va avoir moins 1,5 fois moins 1,5 moins 1, etc. jusqu'à moins 1,5 moins k plus 1 sur k factoriel. Et donc là, plutôt que x, on a moins x à la puissance k.
Donc maintenant on va avoir un moins 1 puissance k qui va sortir à cause de ça, et un autre moins 1 puissance k qui va sortir ici parce qu'on a k termes avec des moins devant. Là ici on va avoir moins 3,5, moins 5,5, etc. jusqu'à donc du coup moins 2k moins 1 ici. Donc ces deux termes là, moins 1 puissance k, moins 1 puissance k, ça fait moins 1 puissance k au carré, donc ça dégage. Donc au numérateur, on va avoir 1 fois 3 fois etc. jusqu'à 2k moins 1. On a envoyé les 2 au dénominateur, ça fait un 2 puissance k fois k factoriel qui était là. Donc on est pas mal avancé. Maintenant on fait apparaître les termes impairs, on va multiplier en haut et en bas par donc 2, 4 jusqu'à 2k. Donc pas mal. Et ensuite, donc en haut, on reconnaît 2k factoriel, ici. Et ici, on factorise par 2 à chaque fois. Donc là, on factorise par 2 une fois, par 2 une autre fois, etc. Donc il va y avoir un 2 puissance k qui va sortir, mais qui va être multiplié par le 2 puissance k ici. Donc on va avoir 1 sur 4 puissance k. Et on va avoir du coup un k factoriel qui va apparaître. Et vu qu'il y a un deuxième k factoriel, on a 2k factoriel sur k factoriel, k factoriel. Et donc ça, on reconnaît que c'est le coefficient binomial k parmi 2k. Et donc on a le développement en série entière que l'on voulait, à savoir que c'est bien 1 sur racine de 1 moins x, c'est la somme du coup des n parmi 2m sur n parmi 2n sur 4 puissance n, x puissance n. Valable sur moins 1 ouvert. Allez, question 6, donc on va jouer maintenant avec les séries entières, donc les probabilités elles sont par définition inférieures ou égales à 1, donc la probabilité de Sn égale 0d x puissance n, c'est inférieur ou égal à x puissance n, et de la même manière pour le membre de droite. Mais les séries à droite, là, les x puissance n, elles ont un rayon de convergence égal à 1. Donc les rayons de convergence respectifs de grand F et G, RF et RG, ils sont forcément plus grands que 1. Puisque F et G sont des séries entières définies à minima sur l'ouvert moins 1, 1, en particulier F et G sont C infini donc sur l'ouvert moins 1, 1. Et maintenant il faut montrer que G est défini et continu sur moins 1, 1, donc fermé. Et pour ça, on va utiliser le théorème de continuité des séries de fonctions. Donc, on commence par montrer la continuité des Fn. Bon, là, il n'y a pas de problème. Et maintenant, c'est la convergence normale. Donc, il faut montrer que la série de termes général P de R égale n x puissance n, elle va converger normalement sur moins 1, 1. Donc, pour tout x appartenant à moins 1, 1, P de R égale n x puissance n, c'est inférieur ou égal à P de R égale n. Et il suffit donc de montrer la convergence de la série de termes générales P de R égale n. Donc R, elle est définie sur n étoiles, moi j'ai noté n étoile bar, qui est donc n étoile union plus infini. Donc ça veut dire que la somme, cette somme sur des P de Rn sur n étoile bar, c'est égal à 1. Et donc ça assure à la convergence en particulier de la somme pour n appartenant à n étoiles des P de R égale n. On a un lien entre les deux, c'est que la somme des P de R égale n, c'est 1 moins P de R égale plus infini. Donc c'est le terme qu'on a sorti ici, donc du plus infini là. Et donc 1 moins P de R égale plus infini, c'est le complémentaire, donc c'est P de R égale plus infini bar, c'est-à-dire P de R différente de plus infini. Donc ça montre que la série de termes générale P de R égale n x puissance n, elle converge normalement sur moins 1, 1. Et donc on peut utiliser le théorème de continuité des séries de fonctions pour obtenir que G elle est continue sur l'ouvert, sur moins 1, 1 fermé. Et comme on a remarqué précédemment, G de 1 c'est la somme des P de R égale n pour n allant de 1 jusqu'à plus infini. Donc c'est 1 moins P de R égale plus infini. Donc G de 1 c'est P de R différent de plus infini. Question suivante, donc on va prendre K et N tel que K soit inférieur ou égal à N. Il s'agit de calculer la probabilité de Sn égale 0D inter R égale K. Donc ça, on va déjà commencer par réfléchir à ce que ça veut dire. Donc Sn égale 0D, ça veut dire qu'au nème pas, on revient au centre, donc le centre étant 0D. Et R égale K, ça veut dire qu'on passe au centre pour la première fois au kème pas. Donc on va essayer de réexprimer ces événements à partir des variables aléatoires xk. Donc l'événement R égale K inter Sn égale 0D, c'est égal à l'événement
R égale K inter Sn égale Sk. Puisqu'effectivement, si on est dans le cas R égale K, ben, au Kème pas, on est déjà au centre. Donc Sn égale Sk, ça revient à dire que ben, on revient en Sk, mais en Sk on est déjà, enfin en K on est déjà au centre. Donc Sn égale Sk, ça se traduit comment? Ça se traduit que la somme des xj pour j allant de 1 jusqu'à n, c'est égal à la somme du coup des xi pour i allant de 1 jusqu'à k. Donc c'est bien, donc on est pas mal avancé. Maintenant, on va soustraire donc les xi ou xj et il va juste rester la somme du coup des xj pour j allant de k plus 1 jusqu'à n. Donc il faut que ça ce soit égal à 0d. Maintenant, on va donc je vais essayer d'expliquer la suite du raisonnement avec des remarques un peu générales pour essayer de comprendre ce qu'on va essayer de faire. Donc on remarque que dans cette variable aléatoire, à la somme des xj, il y a exactement n moins k variables aléatoires, tout comme dans Sn moins k, qui est égal du coup à la somme du coup des xk pour k allant de 1 jusqu'à n moins k. De plus, les variables aléatoires ici, elles suivent toute la même loi de probabilité, en l'occurrence celle de x. Donc la probabilité de la somme du coup des xj égale 0d, c'est celle de donc la probabilité que la somme des xj soit égale à 0d, c'est la probabilité que la somme des xj soit égale à 0d, mais pour j allant de 1 jusqu'à n-k. Donc en gros, on peut changer les indices des xj en fait. C'est ça l'idée sous-jacente, puisqu'elles suivent toutes la même loi de probabilité. Et enfin, le résultat de l'énoncé, il va transformer la probabilité d'une intersection d'événements en un produit de probabilité. Donc il va falloir établir l'indépendance des événements. Allons-y maintenant. Donc on va reprendre le raisonnement. Pour établir l'indépendance de R égale K et la somme du coup des xj égale 0d, on va utiliser le lemme des coalitions. Il nous faut exprimer donc les événements en fonction de x1, etc., xk et des fonctions bien choisies. R égale K, c'est quoi? C'est la somme des xj égale 0d, inter, la somme, donc l'intersection des... donc bon, je vais l'expliquer de manière plus grossière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on atteint le centre à l'étape K, et donc ça veut dire qu'on l'a pas, et aussi on l'a pas atteint avant. Donc effectivement, l'intersection pour L allant de 1 jusqu'à K-1, donc effectivement, tous les cas de figure où on l'atteint avant, eh ben, c'est pas le cas. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc ça montre qu'on peut écrire R égale K sous la forme, donc en fonction de x1, etc., xk, donc avec on pourrait invoquer les fonctions indicatrices, mais c'est un peu overkill, la question est déjà suffisamment dure comme ça, je pense que c'est pas nécessaire. Donc voilà. De même, la somme du coup des xj égale 0d, on peut l'écrire sous la forme g de xk plus 1, etc., xn pour une certaine fonction g. Or, ben, les x1, xk, xn sont mutuellement indépendantes, et donc on peut utiliser le lemme des coalitions pour obtenir l'indépendance entre f de x1, xk et g de xk plus 1, xn, c'est-à-dire entre r égale k et la somme du coup des xj égale 0d. Donc la probabilité que l'on ait ça, ben, en fait, cette probabilité-là, elle est en fait égale à la probabilité que R égale K et que la somme des xj pour j allant de K plus 1 jusqu'à n soit de xj égale 0d. Ensuite, par indépendance, on transforme l'intersection en produit simple. Et ensuite, on utilise le point A pour transformer cette probabilité-là en renommant en fait les xj différemment, en prenant les premiers, les n-k premiers xj. Et donc au final, on récupère bien la probabilité de R égale K fois la probabilité de Sn-K égale 0D, comme voulu. Et donc on a bien le résultat que l'on voulait. Et maintenant, là, ça c'est pas le plus dur, c'est que probabilité que Sn égale 0D, c'est la probabilité de l'union de Sn égale 0D inter R égale K. Et donc l'union elle est disjointe, donc on peut transformer ça en somme. Et ensuite, il suffit d'utiliser que que la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités ici, donc le résultat qu'on a obtenu au-dessus pour obtenir le résultat que l'on voulait. Donc voilà, c'est fait.
Question suivante, donc on prend x dans -1 et on va développer donc le produit f de x, g de x, c'est un produit de série entière et donc ça va faire apparaître un produit de Cauchy. Effectivement, les séries de termes général p de Sn égale 0d x puissance n et p de R égale n x puissance n, elles sont absolument convergentes. Et donc un produit de Cauchy, ça va montrer que f de x fois g de x, c'est la somme, du coup pour n allant de 1 jusqu'à plus infini, de la somme pour k parcourant 1 jusqu'à n, des p de R égale k, p de Sn moins k égale 0d, d x puissance n. Et ça, on utilise la question 7 pour remarquer qu'en fait c'est p de Sn égale 0d. Et donc c'est pas mal, on récupère cette somme-là. Mais on aimerait que la somme elle commence à 0, qu'à cela ne tienne, on rajoute un terme puis on l'enlève. Comme ça fait apparaître f de x et ensuite ça veut dire quoi p de S0 égale 0d? Ça en fait c'est l'événement qui se produit toujours, donc ça vaut 1, puisque en 0 on commence toujours au centre. Par convention. Donc au final, on récupère f de x, g de x égale f de x moins 1, qui est exactement ce que l'on voulait, après en arrangeant les termes. Et ensuite, on peut en déduire une expression de f en factorisant donc combien de g de f, j'en ai 1 moins g de x, et ensuite on divise par 1 moins g de x si g de x est différent de 1. Et par ailleurs, on a vu en question 7 que g de 1 c'était égal à la probabilité que le rayon, que R soit différent de plus infini. Et donc ça montre que la limite pour x qui tend vers 1 par valeur négative de f de x, c'est 1 sur p de R égale plus infini si la probabilité que R soit différent de plus infini est différent de 1. Sinon, ça vaut plus infini parce que on va tendre vers 0 au dénominateur. Question 9, donc on considère CK une suite d'éléments de R+, tels que donc la série entière, la somme des CK x puissance k est un rayon de convergence 1, et tel que la somme des CK diverge. Donc on va prendre A dans R plus étoile, comme la série, donc la somme des CK diverge, eh bien il existe un certain rang tel que si on dépasse ce rang, la somme des CK est supérieure ou égale à A plus 1. Par ailleurs, la série qui a x va associer donc la somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 des ck x puissance k, elle va tendre vers la somme pour k allant de 0 jusqu'à n0 des ck, donc qui est le terme au-dessus, pour x qui tend vers 1 moins. Donc cette fois-ci, on va utiliser une notion de limite. Il existe un certain alpha dans R plus étoile, tel que pour tout x appartenant à 1 moins alpha 1, la somme des ck x puissance k dépasse A. Vu que les CK sont positifs, la somme par ailleurs est plus grande que les sommes partielles, donc en fait on va quand même dépasser A, ce qui montre bien le résultat voulu. Et ce résultat, ça correspond bien à la définition quantifiée de la limite que l'on voulait. Question 10, on va montrer que la somme des P de Sn égale 0D, elle diverge si et seulement si la probabilité que R soit différente plus infini égale à 1. Dans le sens direct, si la somme des P de Sn égale 0D, elle diverge, alors on peut appliquer le résultat de la question précédente en prenant Cn égale P de Sn égale 0D pour obtenir que f tend vers plus infini pour x qui tend vers 1 moins. Et ça ne se produit, donc si vous regardez le résultat de la question 8, ça ne se produit que si P de R est différent de plus infini égale à 1. Donc ça montre bien que le sens direct. Réciproquement, donc on va contraposer, on va supposer plutôt que somme des P de Sn égale 0D converge, en remarquant que la série, donc la P de Sn égale 0D égale f de 1, ça montre que la limite pour x qui tend vers 1 moins de f de x est finie. La question 8, elle montre que c'est possible que si la probabilité de R égale plus infini est différent de 1. Donc ça montre le résultat par équivalence. Alors question suivante, par définition, donc pour tout i dans n étoiles, yi égale à 1 si et seulement si si n'appartient pas donc à l'ensemble des sk pour k appartenant à 0 i-1. Donc c'est-à-dire pour tout k, si est différent de sk pour k parcourant 0 i-1. Donc pour tout cas dans 0i-1, par définition des SI, ça veut dire, donc on a déjà fait le calcul, c'est vous écrivez la définition des SI avec la somme des xj, ensuite vous retranchez le plus petit par rapport au plus grand. Donc il va rester que la somme des j allant de k plus 1 jusqu'à i des xj est différente de 0d. Donc la probabilité de yi égale 1, c'est la probabilité que pour tout cas dans 0i-1, la somme du coup des xj soit différente de 0d.
Comme en question 7, l'idée ça va être de remplacer la somme du coup des xj pour j allant de k plus 1 jusqu'à i par la somme du coup des xl pour l allant de 1 jusqu'à i-k, en utilisant de nouveau le fait que les xk suivent la même loi, donc on utilise l'indépendance mutuelle et donc on peut réaliser ce changement en fait d'indice. Et au final, on va récupérer ça en faisant un changement de variable L égale I plus 1 moins J. On va récupérer que c'est la somme pour L allant de 1 jusqu'à I moins K des XL différentes 0D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout P dans un I, SP est différente 0D. Et donc c'est la probabilité que le rayon soit strictement plus grand que i, puisque effectivement si pour tout p dans un i, sp est différent de 0d, ça veut dire que c'est l'intersection de sp est différente de 0d, et ça veut dire jusqu'à i, et donc ça veut dire que r il est strictement plus grand que i, puisque on n'est jamais revenu au centre avant i. Donc c'est que on peut revenir au centre qu'après i, donc ça veut dire r strictement plus grand que i. D'où le résultat. Donc voilà. Mais par ailleurs, on a la relation suivante, c'est que n, donc c'est 1 plus la somme du coup des y. Et la linéarité de l'espérance, ça montre que l'espérance de n, c'est 1 plus la somme des espérances de y. Et l'espérance de y, c'est 0 fois la probabilité que y égale 0, plus 1 fois la probabilité que y soit égal à 1. Donc c'est juste la probabilité que y soit égal à 1. Donc c'est la probabilité que r soit plus grand que i. Et donc on a le résultat voulu. Question 12, donc on utilise la question précédente, on divise par n, la question précédente. Vu que 1 sur n ça tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini, il suffit de montrer que ce terme-là tend vers p de r égale plus infini. Et vu qu'on nous invite à utiliser le lemme de Césaro, il va juste falloir montrer que la limite pour n qui tend vers plus infini de p de r est plus grand que n, c'est égal à p de r égale plus infini. Donc pour ça, il va falloir remarquer que on a en fait affaire à une inclusion, donc à une intersection, et essayer d'utiliser donc le théorème des inclusions décroissantes, etc. Donc r égale plus infini, c'est l'intersection des r plus grand que i pour i parcourant n étoiles. Donc on a une inclusion décroissante, c'est que si r est plus grand que i plus 1, alors nécessairement r est plus grand que i. Donc on peut utiliser le théorème de l'inclusion décroissante pour obtenir que la probabilité de l'intersection des r plus grand que i, c'est la limite pour i qui tend vers plus infini de p de r égale de p de r plus grand que i. Or la membre de gauche, c'est exactement la probabilité que r soit égal à plus infini. Donc ça montre que ça montre le résultat que l'on veut tout simplement, et on utilise le lemme de Césaro pour obtenir la convergence de cette suite là, de termes général E de nn sur n, et même on a une limite qui est que la probabilité, qui est E de nn sur n tend vers p de r égale plus infini pour n qui tend vers plus infini. Question 13, donc on va déterminer pour n dans grand N, P de Sn plus 1 égale 0. Par définition, Sn plus 1, c'est la somme du coup des xk, pour k allant de 1 jusqu'à 2n plus 1. Et pour tout cas dans 1, 2n plus 1, xk suit la loi de x. Or x ne prend que la valeur 1 ou moins 1. Donc Sn S de 2n plus 1 de oméga, ça vaut que moins 2n plus 1, moins 2n moins 1, etc. jusqu'à moins 1. Ou ça vaut 1, etc., 2n moins 1, 2n plus 1. Donc on voit que 0 il n'appartient pas à l'ensemble des valeurs de S de n plus 1, donc la probabilité elle est nulle. Sinon, on aurait pu poser, pour que ce soit plus rigoureux, yi égale xi et plus 1 sur 2, de sorte que yi suit en fait une loi binomiale de paramètre p, une loi de Bernoulli, pardon, de paramètre p. Et donc, ça c'est équivalent à dire que xi égale 2yi moins 1. Et donc S de n qui vaut donc la somme du coup des xi en remplaçant, c'est 2 fois la somme des yi moins 2n en remplaçant avec la définition de xi. Donc S de n vaut 0 si et seulement si la somme des yi vaut n.
et les YI étant indépendants, puisque les XI le sont également, la somme des YI suit une loi de Bernoulli, une loi binomiale cette fois-ci, de paramètres 2n et p. Et donc P de Sn, S2n égale 0, c'est égal à la probabilité que la somme des YI soit égale à n. Et donc ça donne n parmi 2n, P puissance n fois Q puissance 2n moins n. C'est la probabilité qu'on ait n réussites pour une loi donc pour une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres 2n p. Donc ça donne finalement, après en simplifiant q puissance 2n moins n qui vaut q puissance n et en le regroupant avec le p, eh bien ça donne p de p de s2n égale 0 qui vaut n parmi 2n pq à la puissance n. Question 14, donc l'expression de g en tant que série entière, ça va pas donner quelque chose de concluant, on va être obligé de chercher le lien entre f et g pour obtenir une expression plus simple de g. Donc on a obtenu en question 8 un lien entre f et g, on a ce lien-ci. Et après calcul, g de x, ça donne quoi? Ça donne f de x moins 1, donc ça donne 1 moins 1 sur f de x. Donc en vérité, parce qu'on va avoir une expression de 1 sur f de x, donc c'est pour ça que cette formule est plus sympathique. Donc on peut calculer f de x qui est la somme du coup des p de Sn égale 0, x puissance n, puisque l'expression de p de Sn égale 0 a été obtenue en question précédente. G de x, c'est la somme des p de Sn égale 0, x puissance n. Et on va séparer les cas n pair et n impair, puisque on a trouvé les expressions au-dessus. On a vu que les termes impairs étaient nuls, donc il va rester que les termes pairs. On remplace par p de s de n égale 0 par n parmi 2n pq puissance n. Et ensuite, on va multiplier en haut et en bas par 4 puissance n pour faire apparaître donc, le résultat de la question 4 et reconnaître en fait la question 5 pour faire apparaître donc 4pq x carré à la puissance n et reconnaître que c'est en fait 1 sur racine de 1 moins 4 pq x carré. Et donc au final, en utilisant ce résultat, le résultat astérisque, on peut obtenir une expression très simple de f qui est en l'occurrence 1 moins racine de 1 moins 4 pq x carré. Donc voilà. Et par la question 6, p de r égale plus infini, ça vaut 1 moins g de 1. Donc ça veut dire p de r égale plus infini égale racine de 1 moins 4 pq. Donc ensuite on remplace et on se rend compte que ça vaut q moins p en valeur absolue. Donc p de r égale plus infini vaut la valeur absolue de p moins q. Pour obtenir la loi de R, on va remonter aux séries, au développement série entière de la fonction g, qui à x va associer la somme des p de r égale n x puissance n, pour en déduire une expression des p de r égale n. Donc l'expression g de x égale 1 moins racine de 1 moins 4 pq x carré, ça va permettre d'effectuer le développement en série entière et l'identifier à p de r égale n. Donc g de x par définition c'est cela, donc 1 on n'y touche pas. Et maintenant on utilise le résultat donc, de la question 5 si mes souvenirs sont bons, avec alpha égale 1 demi et donc on considère moins 4pq x carré plutôt que x. Donc on va avoir du 1 demi fois 1 demi moins 1, etc. jusqu'à 1 demi moins k plus 1 sur k factoriel moins 4pq x carré à la puissance k. Donc ici on va avoir donc un moins 1,5, puis moins 3,5, puis etc. jusqu'à moins 2k plus 3 sur 2. Donc on va avoir du 2 puissance k qui va apparaître, du k factoriel il n'a pas bougé, on a le moins 1 puissance k qui est sorti de là, 4 puissance k, pq puissance k, x puissance 2k. Maintenant on va compter combien j'ai de moins 1 puissance k, enfin combien j'ai de moins 1 ici, j'en ai moins 1 puissance k moins 1, qui va pouvoir se simplifier avec le moins 1 puissance k ici. Et ensuite, je vais multiplier en haut et en bas par les termes pairs. Je suis exactement la même méthode que précédemment. Et au final, il va rester quoi? Il va rester 1 sur 2 puissance k, k factoriel, fois donc 2k moins 2 factoriel sur 2 puissance k moins 1, k moins 1 factoriel, fois 4 puissance k, pq puissance k, x puissance 2k. Et donc on a obtenu le développement en série entière. Par définition de G, on a aussi cette identité-là. Donc on va pouvoir identifier P de R égale K à ce terme-là, comme voulu. Et donc on voit que les termes impairs sont nuls. Question 15, donc ça va quand même pas mal simplifier les calculs si on suppose que P égale Q égale 1,5. Donc
Donc on va utiliser la question précédente et on va calculer P de R égale 2n, ben, ça va donner, tout calcul fait, 2 sur 4 puissance n, 1 sur n, n-1 parmi 2n-2. Donc on utilise la question 2 pour obtenir un équivalent de cette combinaison binomiale. Et on va obtenir 1 sur racine de pi, 4 puissance n-1 sur racine de n, d'où on en déduit un équivalent de P de R égale 2n qui est équivalent à 1 sur 2 racine de pi, n puissance 3,5. Par ailleurs, donc P de R plus grand que I, par définition, c'est la somme des, pour K plus grand que I sur 2, des P de R égale 2K. Donc on va essayer à chercher un équivalent de ce terme-là, qui correspond au reste de la série des P de R égale 2K. Donc P de R égale 2K, c'est équivalent à ce terme-là, où on remplace N par K. Et vu que ça montre que la série de termes générales P de R égale 2K converge, puisque c'est équivalent à un élément, donc à quelque chose de la forme 1 sur K puissance 3,5, où 3,5 c'est plus grand que 1, donc par comparaison série de Riemann. On peut appliquer le théorème de sommation des équivalents et obtenir que P de R est plus grand que I, c'est la somme du coup de ça, qui est équivalent à 1 sur racine de pi K puissance 3,5. Donc on peut sommer les équivalents et obtenir que au final c'est équivalent à la somme pour K allant de I sur 2 jusqu'à plus infini des 1 sur 2 racine de pi K puissance alpha, avec alpha égale 3,5. Et là, on réutilise la question 2 pour obtenir un équivalent de cette somme-là, où cette fois-ci, on va obtenir racine de 2 sur pi, 1 sur racine de i. Et donc, on obtient un équivalent pour P de R plus grand que i. Et donc, on rappelle qu'on a l'espérance de nn qui vaut 1 plus la somme des P de R plus grand que i. Donc, trouver un équivalent à ça, ça revient à trouver un équivalent à ça. Donc la série de termes générale P de R plus grand que I diverge, comme on l'a vu précédemment, puisque ce terme c'est équivalent à racine de 2 sur pi 1 sur I puissance 1,5, 1,5 étant plus grand que 1. Donc ça assure la divergence par comparaison aux séries de Riemann. Et on peut utiliser le théorème de sommation des équivalents et ainsi obtenir ce résultat-là. Et utiliser de nouveau la question 3 pour obtenir que cette somme-là, elle est équivalente à 2 racines de i, et donc obtenir finalement un équivalent E de nn équivalent à 2 racines de 2 sur pi racine de n. Allons-y, question 16, donc on prend m et n, deux entiers naturels, avec m plus grand que n strictement. Donc bn à n, par définition, c'est la somme du coup des bk à n, AN étant plus petit que AK, puisque AN est décroissante. Donc en fait, on récupère que c'est plus petit que la somme des AK BN-K, qui vaut 1 par hypothèse. Mais BN est plus grand que 0, puisque c'est une somme d'éléments non nuls, donc on peut diviser par BN qui est plus grand que 0 strictement, pour obtenir le résultat que l'on veut, sans changer le signe de l'inégalité. Donc parfait. De plus, AN BM-N plus A0 BM moins BM-N, ça donne ça par définition. Et donc ici on peut simplifier et voir que c'est la somme pour k allant de m-n plus 1 jusqu'à m des bk. On fait un changement de variable et on obtient en fait que c'est du coup an fois la somme du coup des bm moins k pour k allant de n jusqu'à m plus a0 fois du coup la somme des bm moins k, cette fois-ci pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc on va récupérer en fait tous les termes qui vont bien, sauf que ici on a un an qui nous embête et ici un a0. Donc on va essayer de s'en débarrasser en remarquant que A0 est plus grand que AK puisque la suite AN est décroissante, et de la même manière AN est plus grand que AK si K dépasse N. Donc au final, cette somme-là, elle va être plus grande que la somme des AK BM-K qui vaut 1 par hypothèse. Et donc on a obtenu le résultat que l'on voulait. Et donc on poursuit, on se donne Mn, donc une suite qui va bien, qui vérifie les hypothèses voulues. La question précédente, elle montre qu'à partir d'un certain rang, on a cette inégalité-là. Bon, ici j'ai rajouté un truc qui servait à rien, mais bon, c'est pas faux en soi. Et si on divise par exemple par BMN moins n qui est plus grand strictement que 0, donc ça va pas changer le signe des inégalités. Ici, on récupère ça. Là, on va récupérer AN qui est toujours plus petit que 1 sur BN. Et ce membre-là, on voit que c'est équivalent à quoi? À 1 sur BN. Donc on va pouvoir utiliser donc,
le théorème des gendarmes pour en déduire que la suite AN converge et qu'elle est même équivalente à 1 sur Bn pour n qui tend vers plus infini. Question 18, ben on va supposer qu'il existe donc un certain C dans R plus étoile tel que Bn est équivalent à C sur n. Par définition, Bn c'est la somme des BK, donc on doit utiliser le théorème des sommations des équivalents. Donc la série de termes général Bn elle est divergente puisqu'elle est équivalente à C sur n, donc, qui est terme de série générale divergente, par comparaison aux séries de Riemann. Donc on peut utiliser ce fameux théorème de sommation des équivalents et montrer que Bn est équivalent à C fois la somme des 1 sur K. Donc on utilise une comparaison série intégrale sur la fonction qui à t va associer 1 sur t, qui montre finalement que cette série-là, elle va être équivalente à ln de n, et donc finalement Bn est équivalent à C ln de n. Bon, c'est pas mal, on a un petit peu avancé. Maintenant, pour conclure que n est équivalent à 1 sur C ln de n, et on peut montrer que AN est équivalent à 1 sur Bn, et pour ça, on doit se ramener aux hypothèses de la question 17, c'est-à-dire en posant une suite Mn, telle que, à partir d'un certain rang, Mn dépasse n, Bmn moins n soit équivalent à Bn, et Bmn moins Bmn moins n tendent vers 0. Donc l'idée est la suivante, c'est de poser en fait que Mn c'est la partie entière de n ln de n. Donc déjà ça montre que Mn est équivalent à n ln de n. Et donc par un calcul, on montre que Mn moins n c'est équivalent à n ln de n. Donc les suites Mn-n et n ln de n sont équivalentes, et donc à partir d'un certain rang, elles ont même signe, et donc on a à partir d'un certain rang Mn plus grand que n. Donc le premier point est assuré. De plus, Bmn-n c'est équivalent à Cln de Mn-n. Donc après, on développe ln de Mn-n, ce à quoi c'est équivalent, et on montre finalement que c'est équivalent à Bn. Donc ça montre le deuxième point. Et enfin, Bmn moins Bmn moins n, c'est la somme par définition des bk pour k allant de Mn moins n jusqu'à Mn. La suite nbn, elle converge, puisque Bn est équivalent à C sur n, par hypothèse, donc elle est bornée. Donc elle est bornée, et on va noter donc D tel que Bn est inférieur ou égal à D sur n. Et ben ça montre finalement que Bn moins Bmn moins n, c'est inférieur ou égal à D fois cette somme pour k allant de Mn moins n jusqu'à Mn, D1 sur k. Donc vu que 1 sur k est inférieur ou égal à 1 sur Mn moins n, qui est le plus grand terme, et bien et qu'on a exactement n termes dans la somme, eh bien on a que Bmn moins Bmn moins n est inférieur ou égal à Dn sur Mn moins n. Chacun des membres y converge vers 0 pour n tendant vers plus infini. Donc par théorème des gendarmes, eh bien, le point C il est vérifié, et donc Bmn moins Bmn moins n tend vers 0, ce qui permet d'utiliser la question 18 et donc de conclure comme voulu que AN est équivalent à 1 sur C ln de n. Alors, question 19, pour obtenir une expression de la somme des P de SK égale 0D fois P de R plus grand que n-k, là, il va falloir ruser, utiliser une série entière en s'appuyant sur le même raisonnement que dans la question 8, puisqu'on reconnaît un produit de Cauchy dans le résultat qu'il faut montrer, et 14, parce qu'on cherche à identifier les coefficients d'une série entière, donc il faut vraiment aller la chercher loin, cette question. Donc on va poser h, la fonction qui à x va associer la somme des P de R plus grand que k x puissance k, de l'ouvert moins 1 vers R. Donc évidemment c'est défini sur l'ouvert moins 1 par les mêmes arguments que précédemment, que ceux qu'on a montrés à la question 6, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, c'est ce que je dis. On cherche à obtenir une expression de h en fonction de f ou g, donc allons-y. Xh de x c'est quoi? C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à plus infini de P de R strictement plus grand que k x puissance k plus 1. Donc on fait un changement de variable, donc on récupère ça. H de x moins xh de x, ça donne la somme, ça donne P de R plus grand que 1, donc c'est moins. Pourquoi P? En fait, on a sorti le terme pour k égale 0, moins la différence entre deux termes. Et donc, en fait, on a une série télescopique qui fait que on va juste récupérer P de R égale K ici. Donc
Non, même pas, je pense pas que le terme série télescopique soit bien choisi, mais bon, on voit l'idée, c'est que bah, si je suis plus grand, que l'un est plus grand que celui juste avant, bah, c'est que je vaux quart, voilà. Donc au final, on récupère 1 moins g de x, donc génial. Donc on a montré que 1 moins x h de x était égal à 1 moins g de x, donc h de x c'est 1 moins g de x sur 1 moins x. Et donc on va essayer de faire apparaître le produit fg pour obtenir une expression plus simple. Donc naturellement on va multiplier par f pour obtenir f de x en haut. Donc h de x, f de x c'est égal donc à f de x moins f de x, g de x. Le numérateur c'est égal à 1 par la question 8. Et donc h et f étant des séries entières, elles convergent absolument par produit de Cauchy. Pour tout x dans moins 1, on a quoi? On a ce produit de Cauchy là. Par ailleurs, la fonction qui a x va associer 1 sur 1 moins x, elle admet le développement série entière classique. 1 sur 1 moins x qui vaut la somme des x puissance n. Donc on va pouvoir identifier ça en fait, au coefficient qui y a devant la x puissance n, c'est-à-dire 1, et donc, obtenir le résultat voulu. Question 20 qui est tragiquement hors programme, donc si on l'a pas vu, on est foutu. Donc bon, on va essayer de voir ça. On va poser R1, R2, R3, R4, les variables aléatoires réelles qui correspondent au nombre d'entiers k tels que xk égale 0,1, xk égale 0, moins 1, xk égale 1, 0, xk égale moins 1, 0. Donc, le quadruplé R1, R2, R3, R4 suit la loi multinomiale de paramètres 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc ça, si on l'a pas vu, c'est difficile de le sentir en fait, hein, et de répondre à la question. Donc Sn égale S2n égale 0, ça équivaut au fait que R1 égale R2 et que R3 égale R4. Donc en fait, on se neutralise dans chacune des directions. Donc ça signifie que dès que R1 plus R2 plus R3 plus R4 égale à 2n, P de R1 égale R1, P de R2 égale R2, etc. Ça vaut 2n factoriel sur R1 factoriel, R2 factoriel, R3 factoriel et R4 factoriel sur 1 quart à la puissance 2n. Donc ça c'est donc la probabilité multinomiale qui nous le donne. Et donc la P de Sn, S2n égale 0, 2, ça équivaut à cette somme-là, la somme des R1 plus R3 égale à n, puisqu'effectivement donc R1 et R3 doivent se compenser, et R2 et R4 également. Donc ça va donner 2n factoriel sur R1 factoriel au carré, R3 factoriel au carré sur 1 quart à la puissance 2n. Tout ce qui ne dépend pas de R1 et R2 peut être sorti, donc il va rester 2n factoriel sur 4 puissance 2n, et à l'intérieur on va avoir cette somme là. Et c'est là qu'il va falloir user. On va multiplier en haut et en bas par n factoriel au carré pour faire apparaître en fait n factoriel sur R1 factoriel, n moins R1 factoriel, le tout au carré. Et ça c'est rien d'autre que le coefficient binomial R1 parmi n au carré. Et là, on utilise, en fin de compte, bon, on peut renommer R1, R1 en K, donc juste pour les points de style, et ensuite utiliser le résultat d'une question précédente, le résultat de la question 1, et transformer ça en n parmi 2n, et aussi reconnaître en haut qu'on a 2n factoriel sur n factoriel au carré, ce qui donne n parmi 2n aussi, et donc on a bien le résultat que l'on voulait montrer. Allez, dernière question, question 21. La question 2, elle montre que donc n parmi 2n sur 4 puissance n, c'est équivalent à 1 sur pi n. Et donc ça montre que p de s2n égale 0, c'est équivalent à 1 sur pi n. La question 19, elle montre que la somme du coup des p de sk égale 0,2 fois la p de r plus grand que 2n moins k, c'est égal à 1, puisque les termes impairs sont nuls. Donc en faisant un changement de variable, on va récupérer P de R plus grand que 2K fois donc P de S2N moins 2K égale 0,2. On va poser maintenant et essayer de se ramener au lemme précédent. AK égale P de R plus grand que 2K et BK égale P de SK. On obtient effectivement la condition précédente, c'est que la somme des AK BN-K vaut 1. De plus, la suite AK elle est décroissante puisque l'événement R plus grand que 2K plus 1 est inclus dans R plus grand que 2K. Et par ailleurs, Bn est équivalent à 1 sur pi n qui est égal à C sur n avec C égale 1 sur pi.
On peut donc appliquer le résultat de la question 18 et obtenir que n est équivalent à 1 sur c ln de n, c'est-à-dire que la probabilité que r soit plus grand que 2n est équivalente à pi sur ln de n de manière asymptotique. Il nous reste à en déduire un équivalent de P de R plus grand que N, parce que nous, on a un équivalent de P de R plus grand que 2N, donc on y est presque. Et ensuite, il va falloir en déduire un équivalent de l'espérance de Nn en utilisant un théorème de sommation d'équivalent. Donc la suite P de R donc plus grand que N étant décroissante, on a que la probabilité de R plus grand que N, elle est plus petite que la probabilité de R plus grand que 2 fois la partie entière de N sur 2. Et donc ainsi, on va pouvoir obtenir un encadrement à gauche et à droite, ici avec la partie supérieure en fait. Donc pour obtenir en fait, en se ramenant à ce qu'on a montré précédemment, que les membres de gauche et de droite sont équivalents à pi sur ln de n, donc la probabilité que R soit plus grand que n est aussi. Donc on a récupéré notre équivalent. On se ramène à E de Nn. E de Nn, c'est 1 plus la somme des P de R plus grand que K. On a un équivalent de P de R plus grand que K. En l'occurrence, c'est 1 sur ln de K. On peut utiliser un théorème de sommation d'équivalent. La série de termes générales 1 sur ln de n, elle diverge. Et donc la somme des P de R plus grand que K, c'est équivalent à pi fois la somme du coup des 1 sur ln de K. Donc E de Nn, c'est équivalent à donc pi fois la somme pour k allant de 2 jusqu'à n des 1 sur ln de k. Et on fait de nouveau une intégration, une comparaison série intégrale sur cette fonction pour obtenir que 1 sur ln de k c'est équivalent à notre fameuse fonction, notre fameuse intégrale in, et in on en a trouvé un équivalent, c'est n sur ln de n, et finalement E de Nn c'est équivalent à pi n sur ln de n. Voilà, donc c'est fini pour cet énoncé qui est vraiment très costaud, mais qui est intéressant. Donc on voit vraiment plein de trucs sur les probas, avec des probas définis sur un ensemble qui est infini. Donc on voit un peu, il y a vraiment tous les pièges possibles. On fait ensuite des comparaisons série intégrale, des sommations de théorèmes d'équivalent un peu dans tous les sens, et ça donne quand même quelque chose de plutôt abstrait, de plutôt compliqué. Mais en même temps, ça permet de réviser sur un sujet plus difficile. Et en plus de ça, le sujet en tant que tel, les marches aléatoires, c'est quelque chose qui est quand même d'une part classique et qui est quand même intéressant puisqu'on a des applications concrètes, que ce soit comme j'ai dit en introduction, soit dans le mouvement brownien, donc un mouvement en 3D aléatoire, ou alors en essayant de modéliser, bon certes de manière très simpliste, mais de modéliser par exemple les cours, les fluctuations d'une bourse, de la bourse, puisque les actions peuvent soit monter soit descendre, ça reste dans le plan. Donc voilà, ça reste quand même un sujet très intéressant. Moi je me suis pas mal éclaté à le traiter. Donc j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de maths. Salut!